L'intervention d'Emmanuel Macron hier soir est la nouvelle ligne de partage qui s'installe dans la campagne électorale. C'est le sommaire du numéro 18 de la guerre du trône. Pourquoi y a-t-il la guerre en Ukraine ? Emmanuel Macron s'est efforcé de répondre à cette question hier soir lors de son intervention télévisée. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe, qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. Un esprit de revanche, nous dit le président. Mais revanche sur quoi ? Sur l'OTAN ? Depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, 14 pays ont rejoint l'OTAN, alliance militaire américaine, faut-il le rappeler. Il s'agissait à sa création, en 1949, d'empêcher toute invasion de l'Europe par l'Union soviétique. J'emprunte à nos excellents confrères de France 24 deux cartes qui montrent combien l'étau s'est resserré autour de la Russie depuis l'écroulement de l'Empire communiste. Voilà la situation en 1991. Et voilà la situation aujourd'hui. Au cas où, je rappelle qu'expliquer n'est certainement pas excuser ou minorer. À la chute de l'Union soviétique, l'Europe et les Américains avaient promis que l'OTAN ne s'étendrait jamais aux pays de l'ancien pacte de Varsovie. Cette promesse n'a pas été tenue. Mais pour Emmanuel Macron, cette thèse ne tient pas. C'est donc bien seul, et de manière délibérée, que reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Factuellement, le président a raison. L'Ukraine est encore un État tampon, sa demande d'adhésion à l'OTAN, formulée en 2008, est restée lettre morte jusqu'à présent. L'encerclement de la Russie serait donc un prétexte pour ressusciter les frontières d'un empire défunt et fantasmé. L'âge venant, Poutine laisserait cours à sa mégalomanie. Peut-être, mais il y a un précédent à la guerre qui s'installe en Ukraine. Il remonte à 1962. Cette fois-là, l'humanité a bien failli être ramenée à l'âge de pierre. L'Union soviétique tentait alors d'acheminer des missiles nucléaires sur l'île de Fidel Castro, une riposte au déploiement par les États-Unis d'autres missiles, tout aussi nucléaires, en Italie et en Turquie. Le dirigeant soviétique de l'époque s'appelait Nikita Khrouchtchev, célèbre pour avoir brandi sa chaussure lors d'un discours à la tribune de l'ONU. Cet apparatchik n'était pas moins autocrate que Vladimir Poutine, ni moins délirant, et le régime de l'époque était encore plus criminel qu'aujourd'hui. Et pourtant, les navires soviétiques finirent par faire demi-tour, et les Américains retirèrent leurs missiles de Turquie et d'Italie, parce que la négociation avait réussi à prendre le pas sur la guerre. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quoi qu'il en dise, pressent qu'il n'y a pas d'autre voie. Si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours, et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. Il y a donc quelque chose à négocier, ça s'appelle la diplomatie. Mais la surenchère guerrière a ceci de particulier qu'elle pousse les gens raisonnables à tenir des propos déraisonnables. Ainsi, Damien Abad, mardi à l'Assemblée. Les députés avaient été rappelés en urgence pour prendre connaissance de la déclaration du gouvernement sur le conflit ukrainien. Oui, j'accuse M. Zemmour, Mme Le Pen et M. Mélenchon d'avoir entretenu une fascination malsaine pour le modèle de Poutine. Je les accuse d'avoir eu un comportement plus qu'ambigu à l'égard du pouvoir russe et je les accuse de compromission qui jette un discrédit irréversible sur leur capacité à diriger le pays. Et je pose une question simple. Qu'aurait-il voté au Conseil de sécurité samedi dernier ? Se serait-il abstenu comme la Chine ? Ou est-ce qu'ils auraient fait comme leurs députés européens du Rassemblement national ou Zemmouristes qui ont voté contre au Parlement européen l'aide économique en faveur de l'Ukraine ? Honte à eux ! Et voilà Mélenchon jeté dans le même sac que Zemmour et Le Pen. La République en marche, à travers ses porte-paroles, ne cachait pas sa satisfaction. Moi, je me félicite d'entendre des responsables d'opposition qui sont à la hauteur de ce moment. Parce que ce n'est pas le cas de tous. Et vous le disiez, il y en a encore beaucoup
dans la classe politique qui aujourd'hui condamne l'attaque de M. Poutine envers l'Ukraine, mais qui, dans la phrase suivante, justifie cette intervention. Il faut avoir le langage de la clarté la plus absolue. Dans les médias, Anne Hidalgo entonne le même refrain. Vous savez, je suis scandalisée par les positions de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a eu plus que de la complaisance. Il a été dans un soutien aux positions de Poutine. Les agresseurs, c'était l'OTAN, c'était l'Europe, et il continue à le dire. Le retour de service ne s'est pas fait attendre. Vous évoquez notamment la candidate du Parti socialiste qui a utilisé un vocabulaire que pour ma part jusque-là je considérais comme celui de l'extrême droite, de traiter un opposant d'agent de l'étranger. C'était généralement plutôt M. McCarthy aux États-Unis qui utilisait ça contre des acteurs américains, ou le vocabulaire de ceux qui s'en étaient pris à Jaurès en 1914 qui était considéré comme étant un agent de l'Allemagne. Donc tout le monde doit redevenir raisonnable. Alors Mélenchon est-il le supplétif de Poutine ou marche-t-il dans les pas de Jean Jaurès? Le mieux, c'est de l'écouter. Quelles que soient les causes de l'invasion de l'Ukraine, rien ne peut l'excuser, ni la relativiser. La menace que contient cette invasion, c'est celle d'une guerre mondiale totale, et cela en fait un crime contre l'intérêt général humain de notre temps. Le gouvernement de M. Poutine en porte la totale responsabilité, puisque c'est lui et personne d'autre qui est passé à l'acte. Cette première partie a été applaudie au-delà des rangs des insoumis. Quel est donc le problème dans ce cas? À en juger d'après les huées dans l'hémicycle, c'est ce passage qui divise. Le seul chemin rationnel est celui de la paix. Il porte un nom clair, la désescalade. Si frustrant que ce soit, l'alternative reste simple. Ou bien la diplomatie, ou bien la guerre totale. Tout doit aller à la diplomatie et rien, si peu que ce soit, à la guerre. Méfions-nous des solutions improvisées et des conforts de posture. Les moyens que nous employons ne doivent jamais pouvoir se retourner contre nous. Pourtant, je regrette que l'Union européenne ait décidé de, je cite, fournir des armements nécessaires à une guerre, selon les termes du commissaire Josep Borrell, chargé des relations extérieures. Cette décision ferait de nous des co-belligérants. Un engrenage s'enclenche. Avec quelle légitimité? Quand notre Parlement l'a-t-il décidé? Faut-il armer les Ukrainiens? La question mérite qu'on s'y arrête, mais la campagne électorale fausse le débat. Aux arguments, elle substitue l'éternelle opposition entre les faucons et les colombes, pour ne pas dire les munichois, comme certains le murmurent déjà. Dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon est difficilement audible. Pour son malheur, Marine Le Pen est sur la même ligne que lui. Damien Abad vous le disait bien, Mélenchon et Le Pen, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Je suis très réservé sur la livraison d'armes parce que ça fait de vous des co-belligérants. Les entrées en guerre, normalement, sont décidées quand même avec une validation démocratique. Quelle est la validation démocratique là d'une Union européenne qui décide d'acheter 450 millions d'armes pour les livrer? Livrer des armes, c'est mettre le doigt dans l'engrenage. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a évoqué la possibilité de livrer des avions à l'Ukraine. Très bien, mais il faudra que des pilotes ukrainiens les réceptionnent en Pologne pour leur faire traverser la frontière. Dès lors, que se passera-t-il si un missile russe abat l'avion en question au-dessus du territoire polonais, quelques kilomètres avant la frontière? Ça s'appelle jouer avec le feu. Peut-être faut-il prendre ce risque. En 1936, Léon Blum voulait armer les républicains espagnols pour écraser l'insurrection franquiste. Il dut y renoncer devant l'hostilité de la droite française. On connaît la tragédie qui suivit. Quoi qu'il en soit, c'est à la France de décider en toute indépendance, pas à l'Europe, pas à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Peut-être demain, dans le cadre d'une hypothétique alliance militaire européenne, elle ou ses successeurs pourront-ils le faire? Mais pour l'instant, l'Europe de la défense n'existe pas. Même si Emmanuel Macron entend lui donner une réalité dans les prochains jours. C'est d'ailleurs la seule véritable annonce de son intervention. Notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. D'ores et déjà, notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère.
il nous faut poursuivre. Pour l'heure, chacun avance en ordre dispersé. La Suède, la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce, la Roumanie et la République tchèque se sont engagés à livrer des armes légères et des munitions. Dans ce concert de livraison, l'Allemagne est en tête. Rompant avec sa tradition de non-exportation d'armement aux pays en guerre, Berlin a autorisé la livraison à Kiev de 1000 lance-roquettes anti-chars et de 500 missiles sol-air Stinger. Notre voisin redevient une puissance militaire. Au regard de notre histoire, mais surtout de notre géographie, ce n'est pas le fait le moins marquant de la séquence. La guerre en Ukraine n'est peut-être que le prélude d'une conflagration plus large. Le 10 juin prochain, les Serbes de Bosnie projettent de faire sécession de l'État tripartite qui les rassemble avec les Croates et les Bosniaques musulmans. Un séparatisme encouragé par la Russie et soutenu par la Hongrie, la Pologne, la Croatie et la Slovénie. L'Europe regarde ça de loin. La France devrait pourtant s'en préoccuper. Elle préside le Conseil de l'Union européenne jusqu'au 1er juillet. Si vous avez aimé cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. N'oubliez pas, votre soutien financier est le garant de notre indépendance éditoriale. À lundi pour un prochain numéro de La Guerre du Trône.